Bonjour et bienvenue à tous pour cet atelier qui est offert en partenariat entre le Centre Franco et l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario, l'AFEMO. Donc, ça fait partie des instituts 24 sur 24 dans lesquels on vous offre du perfectionnement professionnel préenregistré que vous pouvez écouter à votre rythme lorsque vous en avez besoin. Aujourd'hui, nous allons traiter évidemment des mathématiques, étant donné qu'il s'agit d'un atelier offert en partenariat avec la FEMO, et nous allons regarder les jeux mathématiques pour développer le raisonnement spatial au cycle préparatoire et au cycle primaire. Donc moi, c'est Dominique Tremblay. Je suis animateur pour vous pour les 40 prochaines minutes où nous allons explorer différents jeux et nous allons aussi explorer comment on peut utiliser l'apprentissage par le jeu auprès de nos élèves pour s'assurer qu'ils maîtrisent bien les concepts de façon ludique. Moi, je suis un consultant en éducation qui a œuvré pendant 13 ans dans les écoles franco-ontariennes et qui, depuis les 15 dernières années, offre ses services au Centre Franco, à la FEMO et à tous les conseils scolaires un peu partout en Ontario, au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Je suis aussi un formateur accrédité de la Lego Foundation et de Lego Éducation, ce qui me permet d'offrir du perfectionnement professionnel utilisant le Lego et le Duplo aux enseignantes et aux enseignants. Et aujourd'hui, ça va être un des outils qui va vous être suggéré pour développer le raisonnement spatial chez nos élèves. Une des choses qui est importante de réaliser, c'est lorsqu'on parle d'apprentissage par le jeu. J'ai ici une citation super intéressante qui nous vient du MIT Media Lab et ça a été fait en collaboration évidemment avec Lego qui dit que plutôt que de pousser les enfants à penser comme des adultes, nous ferions mieux de nous rappeler qu'ils sont de grands apprenants et de nous efforcer davantage de ressembler à eux. Et justement, en tant qu'adulte, on apprend encore par le jeu. On a tous des hobbies, des passe-temps, des loisirs, et sans nécessairement le réaliser, nous faisons beaucoup d'apprentissage par ces loisirs, par ces passe-temps. Il y a même une communauté, par exemple, de joueurs de Lego adultes qui se rencontrent régulièrement. Donc, on n'a pas besoin d'être un enfant pour jouer. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui vont jouer à des jeux de société. Donc, tout ça nous permet de faire toutes sortes d'apprentissages par le jeu. Et là, on va se remettre un peu en enfance aujourd'hui en regardant les activités qu'on peut faire avec nos élèves du cycle préparatoire et primaire. Et n'oubliez pas que ça ne commence pas au préparatoire et au primaire. Ça commence dès la naissance. Dès la naissance, l'enfant commence à explorer le monde autour de lui ou d'elle, que ce soit par des jouets, que ce soit par des objets, en manipulant la nourriture, tout ce qui se retrouve autour de l'enfant lui permet de faire des apprentissages. Et un enfant, dès la naissance, est curieux, veut tenter des choses, veut essayer des choses. C'est pourquoi souvent, en tant qu'adulte, il faut être là aussi pour assurer la sécurité des enfants lorsqu'ils font ces explorations. Mais c'est super important de donner cette chance aux enfants. Dans un cadre non scolaire, de 0 à 4 ans, et dans un cadre scolaire à partir de 4 ans, de leur donner la chance d'explorer sans toujours avoir une foule de restrictions. Et ça peut être difficile pour nous en tant qu'enseignantes ou enseignants, parce qu'on aime guider, on aime s'assurer qu'on couvre nos attentes et nos contenus, mais c'est important aussi de donner des occasions dans lesquelles les élèves peuvent faire du jeu libre, un peu comme ils le font de 0 à 4 ans. Mais ça commence dès la naissance, mais ça se poursuit tout au long de notre vie. Ici, j'ai mis une illustration sur l'écran de personnes âgées qui jouent encore aux échecs. Donc, le jeu, ça continue à tous les âges. On a toujours besoin d'être diverti, mais on fait énormément d'apprentissage par ces jeux. L'apprentissage par le jeu aussi va souvent augmenter la motivation. Souvent, l'élève n'a pas l'impression qu'il est en train de faire du travail scolaire lorsqu'il apprend par le jeu, et ça peut augmenter la motivation des enfants. Et ce qu'on espère aussi, c'est que l'élève va réaliser qu'il peut continuer à faire des apprentissages à vie. Même de voir un adulte, un enseignant ou un enseignant qui joue près de l'enfant, autour de l'enfant, ça démontre que le jeu se poursuit tout au long de la vie. Et c'est correct
d'apprendre par le jeu tout au long de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait par le jeu? Bien, et tout dépend des types de jeux aussi. Il y a des jeux plus logiques, des jeux plus mathématiques, des jeux où on fait de la résolution de problèmes, des jeux où on fait de l'électronique, du codage. Alors, il y a toutes sortes de jeux. Mais la plupart des jeux vont permettre de développer des habiletés complexes de la pensée supérieure. Ça ne paraît pas, mais le fait d'assembler des petits blocs nous permet de développer ces habiletés de la pensée supérieure. L'élève va aussi développer sa pensée critique, va élaborer des critères de succès pour réussir son jeu. Dans plusieurs des jeux aussi, il va y avoir de la collaboration. Et oui, il y a des jeux qui se jouent seuls, mais il y a des jeux aussi qui se jouent en collaboration. Il y a même des jeux qui se jouent seuls, mais dans un contexte scolaire, les enfants vont peut-être avoir des conflits, vont vouloir se voler l'un et l'autre le matériel. Et cette résolution de conflits, elle est super importante aussi pour développer des habiletés sociales. L'élève aussi, par le jeu, va résoudre des problèmes plus simples ou plus complexes aussi. Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites par le jeu, et le jeu peut nécessiter du matériel plus complexe ou moins complexe. Parfois, on va acheter des ensembles faits pour du jeu, mais parfois, juste ce qui se trouve autour de nous, dans nos salles de classe ou même dans notre quotidien, peut servir à faire de l'apprentissage par le jeu. Et le jeu, ça se fait partout. Nous, on va le regarder dans un contexte du raisonnement spatial à l'élémentaire, au préscolaire, et au préparatoire et au primaire. Mais sachez que le jeu, partout. Hein? Un élève qui joue dans le sable, un enfant qui joue dans le sable, fait énormément d'apprentissage au niveau de la texture, hein, au niveau des vagues qui peuvent venir détruire son château de sable, l'idée d'ajouter de l'eau à son sable pour avoir la consistance voulue, toute l'idée de la résistance structurale, le centre de gravité, énormément de concepts de maths et de sciences que l'élève va faire juste en jouant à la plage. Un autre exemple de jeu, Jenga. Hein, c'est un jeu qu'on joue régulièrement. Ben, un enfant qui explore Jenga en comprend beaucoup mieux sur la symétrie, qu'on voit en mathématiques, comprend beaucoup mieux le concept de résistance structurale, de centre de gravité, de stabilité des structures. Hein. Toutes ces choses-là, on les voit dans des jeux comme ça. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'apprentissage par le jeu? Comment est-ce qu'on peut s'assurer? Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est tiré du Lego Foundation. Mais l'apprentissage par le jeu, il doit être significatif. L'élève doit jouer, mais vraiment, il y a quelque chose qui va en ressortir du jeu. C'est important que l'élève soit joyeux. Donc, l'élève doit choisir des jeux qui le rendent heureux. Parce que si on a des jeux qui ne nous rendent pas heureux, les apprentissages ne se font pas très bien. Et c'est pourquoi c'est important dans la salle de classe d'utiliser la conception universelle de l'apprentissage et d'offrir des options à nos élèves. Comme ça, il y a plusieurs options et il y a certains jeux qui vont peut-être attirer des élèves et d'autres jeux vont attirer d'autres élèves, mais ce qu'on veut, c'est s'assurer d'être joyeux. On veut aussi que les jeux incluent des interactions sociales, soit à l'intérieur du jeu ou des interactions sociales en parlant du jeu, en démontrant ce qu'on a fait avec le jeu. On veut aussi que l'élève soit engagé de façon active. Vous allez voir qu'un élève qui apprend par le jeu est souvent très concentré, hein, mais tout son focus sur le jeu, et c'est là qu'on voit que l'élève fait vraiment des apprentissages lorsqu'on voit un élève qui est vraiment concentré. Et c'est super important aussi pour nous en tant qu'enseignants, quand on voit un élève qui est engagé activement, c'est pas toujours le temps d'aller recueillir nos preuves d'apprentissage, d'avoir des conversations. C'est important de laisser l'élève se concentrer sur le jeu. Et oui, on peut avoir des conversations après, on peut avoir nos observations. Évidemment, on peut recueillir des observations de façon reculée, mais c'est important qu'un élève qui est concentré sur son jeu, et on va revenir sur ce mot un peu plus tard, le laisser dans le flux. Le flux, c'est un élève qui vraiment est concentré sur son jeu, ça va bien, il s'ennuie pas, et il n'est pas trop... le jeu n'est pas trop difficile, ce qui amènerait l'élève à abandonner le jeu. Et l'apprentissage par le jeu est itératif aussi. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas du premier coup, ça prend plusieurs essais, et après plusieurs essais, ben, l'élève finalement peaufine, améliore ses techniques de jeu. Et c'est pourquoi vous allez voir que dès le départ, les élèves n'auront peut-être pas du succès, mais c'est itératif.
Et ça, ce sont les caractéristiques qui sont suggérées par la LEGO Foundation pour s'assurer qu'on fait bien l'apprentissage par le jeu en salle de classe. Lorsque l'élève va faire l'apprentissage par le jeu, il doit rester dans le flux. Et le flux, c'est un état psychologique optimal. En anglais, il l'appelle the flow. En français, on l'appelle le flux. Pendant que l'élève est dans le flux, il y a une concentration intense. On sait qu'un élève est dans le flux lorsqu'il est vraiment concentré sur ce qu'il est en train de faire dans son jeu ou ce qu'elle est en train de faire. C'est là qu'on va voir la plus forte motivation et on va voir l'élève dans un bien-être profond. C'est là que la jovialité aussi va apparaître. Notre objectif en salle de classe, c'est de s'assurer que tous nos élèves sont dans le flux. Et pour y parvenir, s'assurer que nos élèves soient dans le flux, bien, on veut s'assurer qu'on leur fournit des options de jeu qui ne sont pas trop difficiles. Donc, un jeu qui serait trop difficile, l'élève va se décourager et va quitter le flux. Mais un jeu qui n'est pas trop facile non plus, parce que si le jeu est trop facile, bien, l'enfant va s'ennuyer. Hein? L'enfant ne sera pas actif dans son jeu parce qu'il va trouver le jeu ennuyant. Donc, c'est cette fine démarcation entre pas trop difficile, pas trop facile. Et c'est pourquoi plusieurs des jeux que je vais vous présenter incluent plusieurs options. Comme ça, on peut le rendre un peu plus difficile ou un peu plus facile pour s'assurer que tous nos élèves restent dans le flux. Et je vous invite à prendre quelques instants pour mettre la vidéo sur pause et essayer de faire un retour dans votre enfance, d'essayer de penser à une situation où vous étiez joyeux. Vous appreniez par le jeu, vous étiez dans le flux, vous étiez joyeux, c'était quelque chose où vous aviez un bien-être profond. Essayez de penser quel genre de jeu vous a permis de faire ça. Donc, mettez la vidéo en pause, faites une petite réflexion et revenez-nous tout de suite après pour la suite de l'atelier. Moi, je dois avouer que quand j'étais jeune, dans le flux, lorsque je faisais des circuits électroniques. Ça ne fonctionnait pas du premier coup, mais j'avais un objectif à atteindre. Par exemple, je voulais créer un stroboscope ou je voudrais créer un éclairage avec des diodes électroluminescentes qui faisaient des motifs. Ce genre de choses-là, j'étais vraiment dans le flux et j'avais un bien-être profond. Ça arrivait parfois que ça ne fonctionnait pas. Ça arrivait que j'avais des frustrations, que je sortais du flux. Et c'est important aussi que l'élève ait des stratégies. On parle beaucoup dans le nouveau programme de mathématiques, d'apprentissage socio-émotionnel. Quoi faire lorsqu'on sort du flux? En salle de classe aussi, il y a différentes façons, différents parfums de jeu, d'apprentissage par le jeu. Donc, vous avez le jeu libre. Le jeu libre, c'est un jeu qui est initié par l'élève et qui est aussi géré par l'élève. Donc, l'élève choisit les jeux et souvent, ce genre d'apprentissage par le jeu, il y a du matériel qui est disponible dans la classe, mais c'est l'élève qui va démarrer le jeu, qui va gérer le jeu, qui va s'amuser. Il y a aussi le jeu guidé, où l'enseignant va initier le jeu, mais c'est l'élève qui va gérer le jeu. Et souvent, on a tendance en salle de classe à faire trop de jeux dirigés, où c'est initié par l'enseignant et géré tout au long par l'enseignant. Moi, je vous suggère d'essayer d'aller dans les deux premiers niveaux. Jeu guidé nous permet de nous assurer de suivre notre programme, de répondre à nos attentes et contenus. Par contre, lorsque vient le temps de faire le jeu et de s'amuser, c'est l'élève qui gère ce qui se passe. Évidemment, si possible, c'est important d'offrir aussi des options de jeu libre à nos élèves et vous pourriez même avoir une période dans votre classe où il y a du jeu libre. Il y a du matériel, il y a des stations et il n'y a pas nécessairement de directive précise. Les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui, vu qu'ils visent certaines attentes et contenus d'apprentissage, bien, ça va être des jeux qui vont être guidés et qui pourraient aussi être présentés de façon dirigée, mais je vous suggère de les initier et de laisser vos élèves les explorer et les gérer. Allons voir maintenant ce qui se retrouve dans notre programme cadre pour le domaine du sens de l'espace. Donc, l'élève en jardin devrait être capable de décrire, de trier, de classer, de classifier, de construire et de comparer des figures planes et des solides et décrire la position et le déplacement des objets par l'exploration. Donc ça se retrouve dans le programme de jardin. Maintenant, allons voir ce qui se retrouve dans le programme de première année.
Donc, en première année, l'élève doit être capable de décrire l'emplacement relatif d'objets ou de personnes en utilisant du vocabulaire associé à la position. Donc, quand on parle de relatif, c'est par rapport à autre chose. La personne est devant, et derrière, est à gauche et à droite. Et il y a plusieurs jeux que je vais vous présenter qui permettent de faire ça. Et aussi au niveau des déplacements, d'être capable de donner et de suivre des directives pour se déplacer d'un endroit à l'autre. En deuxième année, l'élève devrait être capable de créer et d'interpréter des cartes simples. Donc là, maintenant, on ne fait pas que construire. L'élève va aussi créer des cartes simples et décrire la position relative d'objets divers et les déplacements nécessaires pour passer d'un objet à l'autre. Et finalement, en troisième année, l'élève doit être capable de donner et de suivre des directives à étapes multiples, incluant les distances, les demi-tours, les quarts de tour, pour effectuer un déplacement d'un endroit à l'autre. C'est avec cette attente en troisième année aussi qu'on peut commencer à inclure les idées de codage, parce qu'en codage, on va être capable de se déplacer, mais des activités de codage qui sont débranchées, c'est-à-dire que l'élève n'est pas figé devant son ordinateur pendant ses activités de codage. Donc, quel matériel est-ce qu'on peut utiliser en salle de classe pour faire les activités d'apprentissage par le jeu en sens de l'espace? Donc, vous avez des objets usuels. Et ce n'est pas nécessaire d'acheter du matériel très, très dispendieux. Il y a plein d'objets qui peuvent être utilisés, que ce soit des petits animaux en peluche, que ce soit des ballons, que ce soit une lampe, des ustensiles, des poêles, des chaudrons, des livres, tout ce qu'on retrouve, des jouets, tout ce qu'on retrouve habituellement à domicile peut être utilisé pour travailler le concept de position. Maintenant, vous pouvez aussi aller chercher du matériel de manipulation. Et la plupart des écoles élémentaires incluent du matériel de manipulation comme ceci, des pièces de monnaie, des jetons, des figures géométriques en 2D, des solides, des figures en 3D, des réglettes cuisinaires. Ce matériel de manipulation-là nous permet aussi de créer des situations dans lesquelles l'élève va utiliser le sens de l'espace. Et évidemment, il y a des jeux aussi qui sont déjà faits dans le commerce. Ces jeux, vous pouvez vous les procurer. Moi, j'aime bien les commander de chez Brouet Boutillier, mais sachez que ces jeux, je vous les présente, mais lorsque vous allez regarder le jeu, peut-être que vous allez vouloir utiliser, par exemple, des solides que vous avez déjà dans votre salle de classe, des figures 3D, pour imiter ou reproduire ce jeu. Donc, vraiment, vous avez beaucoup d'options en fonction de ce qui est disponible dans votre salle de classe ou dans votre école. Des briques de construction aussi, ça peut être utile. Moi, j'aime bien les briques Duplo, surtout au préparatoire, parce qu'elles sont plus grosses, elles permettent de construire plus rapidement, on voit plus facilement aussi les déplacements. Mais que ce soit du Lego, du Duplo ou toute autre marque de briques, ça nous permet de voir le sens de l'espace. Des planchettes, ça peut être très utile, planchettes de Lego, de Duplo ou autres planchettes, pour justement créer la surface de jeu sur laquelle l'élève va travailler. Moi, j'aime bien l'ensemble 6 briques aussi que j'ai ici. Donc, ça, c'est l'ensemble 6 briques. Plusieurs des activités que je vais présenter aujourd'hui vont utiliser l'ensemble 6 briques. Et l'avantage de l'ensemble 6 briques, c'est que tout ce que ça contient, c'est 6 briques. C'est 6 briques que vous retrouvez ici. Et avec ces 6 briques, on peut faire des tonnes et des tonnes d'activités. Il y a tellement de combinaisons à faire avec 6 briques et c'est un ensemble qui est très peu dispendieux. Je pense que j'ai payé une douzaine de dollars pour 2 ensembles. Donc, vous avez 2 fois 6 briques. Donc, ça ne revient pas trop cher et ça permet à l'élève de faire une foule d'activités. Si vous n'avez pas d'ensemble 6 briques et vous ne pouvez pas en commander, bien, sachez que vous pouvez aussi utiliser du Duplo ou même du Lego régulier pourvu qu'il s'agit de briques rectangulaires. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour des activités. Donc, vous voyez ici à l'écran là, de quoi a l'air le fameux ensemble 6 briques, qui dans le fond, dans ce cas-ci, est 12 briques parce qu'on a 2 fois 6 briques. Donc, voici une première activité que je vous suggère avec 6 briques. Donc, avec 6 briques, vous, en tant qu'enseignante ou enseignant, vous pouvez créer un modèle. Comme vous voyez qu'il y en a un ici à l'écran, et vous le présentez aux élèves. Vous pouvez le présenter live avec vos 6 briques, ou vous pourriez l'afficher sur votre tableau interactif. Il y a un avantage et un désavantage à chacun des cas. Si vous le placez sur votre tableau, comme là je l'ai ici à l'écran, l'élève ne peut pas le tourner. Donc, il y a une seule perspective du modèle,
et l'élève doit tenter de le reproduire. Et ça permet à l'élève de vraiment utiliser son concept de devant, derrière, dessus, d'orientation spatiale aussi, est-ce que ça va être à l'horizontale, à la verticale, les quarts de tour, hein, on parlait dans le programme cadre, ou les demi-tours, et l'élève doit s'imaginer lorsqu'il y a quelque chose qui est caché. Si l'élève l'a live devant lui, donc si je montre le modèle, l'élève peut le tourner. Donc, je vais essayer de faire l'activité ici. Vous voyez que je l'ai à l'écran. Et là, moi, je vais tenter de reproduire ça. Donc, j'ai ici la première brique qui est la brique rouge. Ensuite, on place la brique orange par-dessus comme ça. La brique bleu pâle. La brique verte. La brique jaune. Et finalement, on termine avec la brique bleue. Mais vous voyez que là, l'élève, il ne la met pas exactement comme la brique rouge, mais il la décale de 1. Donc, l'élève va beaucoup travailler son sens de l'observation et ensuite, ben, il va pouvoir comparer avec d'autres amis dans la classe. Maintenant, ça peut être vous qui fassiez le modèle, comme ça peut être les élèves. Hein, on les met en paire et il y a un premier élève qui fait le modèle et l'autre élève doit l'observer et tenter de reproduire ce modèle. Maintenant, voici une deuxième version de cette activité. Donc, dans la deuxième version, j'aurai le modèle, mais dans ce cas-ci, on va faire appel à un autre sens pour développer le sens de l'espace lorsque l'élève n'a pas la vue. Donc, ce que je ferai, c'est que je prendrai le modèle et je le placerai dans un sac en tissu, et le seul moyen d'obtenir l'information, c'est par le toucher. Évidemment, lorsque vous faites cette version, ou c'est une version tactile de l'activité. Dans ce cas-ci, les blocs, on ne regarde pas la couleur, parce qu'il n'y a aucun moyen de deviner la couleur en utilisant seulement un sac en tissu. Donc, juste avec le toucher, l'élève ne peut pas voir la couleur. Donc, dans ce cas-ci, on ferait l'activité, mais sans tenir compte de la couleur. La troisième activité que j'aime bien faire, toujours avec mon ensemble 6 briques, c'est une activité qui s'appelle dos à dos. Où là, par exemple, je vais faire un modèle, comme il y en a un qui est présenté à l'écran ici, je vais tenter de le faire moi aussi, ici. Et lorsqu'on a le modèle qui est fait, les élèves ont chacun un ensemble de 6 briques, mais ils se placent dos à dos. Donc, il y a un premier élève qui sert à faire la construction, et le deuxième élève qui va recevoir les instructions. Donc, si je le faisais, on se placerait dos à dos, mon ami et moi j'ai mon modèle qui est fait, et je dois donner des instructions à mon ami qui est derrière moi. Donc, par exemple, je dirais, tu places la brique rouge, et là, on doit même dire l'orientation. Je vais la placer, par exemple, un quart de tour par rapport à moi. Et par-dessus, tu vas mettre la brique orange, mais tu dois la décaler d'une rangée vers la droite, par exemple. Donc, ça amène beaucoup à travailler le concept de vers la droite, vers la gauche, l'orientation horizontale, verticale, parce que l'élève doit seulement communiquer ici. Il ne peut pas voir de quoi a l'air la structure. Évidemment, dans tous les cas, toutes les activités que je viens de vous présenter à date, vous pouvez les mettre de façon compétitive, sauf que je vous suggère plutôt de le mettre comme une célébration. Hein? Plutôt que de dire « tu es l'équipe gagnante », ben, hey, on se célèbre, on a une équipe qui a réussi, c'est une autre équipe, une troisième équipe, et vous pouvez même faire, par exemple, toute la classe gagne lorsqu'on a finalement tous réussi. Donc, c'est vraiment, à ce point-ci, souvent, ce que je vois, c'est même des équipes qui vont aider d'autres équipes pour réussir, étant donné qu'ils veulent avoir un gain de salle de classe. Ce que je vous suggère aussi, c'est que lorsqu'un élève est la personne qui a fait le modèle initial, et le deuxième élève a reçu les instructions, ensuite, on inverse les rôles. Comme ça, ce n'est pas toujours le même élève qui communique et le même élève qui reçoit les instructions. Une des choses aussi, on me demande souvent, est-ce que les élèves peuvent poser des questions? Et ça, c'est super important de décider si vous voulez que les élèves puissent poser des questions. Dans certains cas, si je veux rendre l'activité plus difficile, aucune question. Dans d'autres cas, je vais permettre les questions de type oui ou non. Donc, tu peux poser une question, mais ton partenaire va pouvoir juste répondre avec le mot oui ou le mot non. Donc, ça rend l'activité un peu plus amusante et un peu plus difficile aussi. N'oubliez pas que le but, c'est toujours de garder les élèves dans le flux.
Donc, évidemment, vous pouvez changer les règlements en fonction des émotions qui sont vécues par vos élèves dans ces jeux. Ça, c'en est une que j'aime bien même faire dans les cours d'éducation physique parce que ça va développer des habiletés en course aussi. Donc, ce que je fais, c'est qu'on a un modèle. Donc, je vais en construire un ici, comme vous voyez à l'écran. Donc, ça serait un modèle qui serait disponible. Mais moi, je dois réussir mon propre modèle ici. Pas toujours facile. Voilà. Et là, donc disons que j'ai ce modèle-ci. Les élèves, le modèle est caché à l'autre bout de la classe ou même à l'autre bout du gymnase ou à l'autre bout du corridor. Et il y a un communicateur. Et le communicateur, c'est le seul qui a la chance d'aller voir le modèle. Donc, disons qu'il est caché derrière un livre. Le communicateur court, va voir le modèle et revient et dit à son équipe des instructions. Évidemment, parfois, la mémoire n'est pas tout à fait là. L'élève va y retourner une deuxième, une troisième, une quatrième fois, jusqu'à temps que toute son équipe réussisse le modèle. Et souvent, c'est ça la difficulté. Les communicateurs, les communicatrices, au départ, ont tendance à aider un seul élève dans leur équipe. Puis là, je me dis, oui, mais on ne peut pas gagner, là. Il n'y a pas tous les élèves qui ont le modèle. Donc, ça encourage beaucoup la communication et la collaboration. Vous pouvez faire plusieurs équipes aussi. Encore une fois, vous pouvez le faire de façon compétitive ou vous pouvez le faire de façon collaborative où on essaie à chaque fois de battre notre temps de classe. Donc, disons qu'on l'a réussi en 17 minutes la dernière fois. Bien là, on va essayer de le faire plus rapidement. Et 17 minutes, ça veut dire que tous les élèves dans toutes les équipes ont réussi à reproduire le modèle. Des ensembles 6 briques, je vous invite à vous en procurer pour en avoir au moins un par élève dans une salle de classe. Comme ça, tous les élèves peuvent participer activement aux activités de type 6 briques. Si vous avez aimé aussi les activités de type 6 briques, je vous invite à joindre les communautés de 6 briques en ligne. Il y a énormément de communautés sur Facebook, dans les médias sociaux. Il y a des meet-ups chaque mois des gens qui font du 6 briques. Donc, c'est une belle communauté qui invente des activités utilisant les fameuses 6 briques. Donc, ici, vous avez une variante aussi. La variante, c'est pour rendre le jeu plus difficile. Donc, vous la voyez dans le bas, c'est l'idée que le communicateur ou la communicatrice ne peut pas voir la construction de l'équipe. Donc, il va voir le modèle, il revient, il donne des instructions, mais il ne peut pas voir ce que son équipe construit. Ça, c'est très difficile, je veux dire, c'est pas facile à faire. Et une autre suggestion que je peux vous faire, si vous aimez les 6 briques, mais vous voulez quelque chose de plus amusant, surtout avec les plus jeunes, j'aime bien acheter ces ensembles de canards. C'est des canards qui sont vendus par Lego, pas très dispendieux non plus. Et ça contient 6 briques, mais qui servent à faire des canards. Et des configurations de canards, c'est pratiquement illimité. Donc, si vous voyez à l'écran, déjà là, il y a plusieurs exemples de quoi pourrait avoir l'air le canard, mais il y en a encore plus que ça. Donc, on fait la même idée, mais au lieu de construire une structure qui est peut-être un peu plus abstraite, on construit un canard qui est différent chaque fois et les élèves vont communiquer. Encore une fois, le but, c'est qu'ils développent le vocabulaire de position. À gauche, à droite, devant, derrière, dessus, tasselé d'une rangée vers la droite, d'une rangée vers la gauche. Hein? La position d'un objet par rapport à un autre. Vous voyez tous les mots qu'on voyait tout à l'heure dans les attentes et les contenus d'apprentissage du curriculum. On les voit dans ces activités. Et encore une fois aussi, si vous voulez, il y a un livret qui s'appelle le 6 Bricks Booklet. C'est un livret en PDF qui est 100% gratuit que vous pouvez télécharger en ligne. Avec ça, là, il y a des activités aussi en littératie. Il n'y a pas seulement des activités en numératie. Moi, je suis allé vous chercher celles qui touchent principalement au sens de l'espace, mais il y a énormément d'activités que vous pouvez faire avec ça, des activités en sciences aussi, sur la résistance structurale. Et ça vient d'Afrique du Sud, ce concept des 6 briques. Et en utilisant un livret comme celui-ci, si vous achetez les ensembles 6 briques, ben vous allez pouvoir en tirer pleinement profit dans votre salle de classe. Prochaine activité, ça s'appelle le jeu vidéo. Et pour faire l'activité du jeu vidéo, ça vous prend une planchette de Lego ou de Duplo. Ici, j'en ai une de Duplo, mais vous pouvez utiliser de Lego comme apparaît à l'écran. Et ça va vous prendre aussi une mini-figurine. Ici, j'ai une mini-figurine de Lego, mais ça pourrait être aussi de Duplo, mais ça pourrait être aussi du Lego. Et l'objectif, c'est que l'élève crée un parcours
Moi, souvent, ce que je les invite à faire, c'est peut-être mettre un trésor, comme l'objectif ici, ce serait d'aller chercher la fleur, et de mettre des obstacles le long du parcours. Et là, l'élève doit indiquer tous les déplacements qu'il doit faire pour partir du point A au point B. C'est important souvent aussi d'illustrer l'endroit où le bonhomme doit partir de manière à ce qu'il parte toujours du même endroit. Donc, dans cette activité, par exemple, ici, vous voyez que l'élève devrait dire « si je veux me rendre à la fleur, je vais devoir me déplacer de 1, 2, 3 vers l'avant. Ensuite, je dois devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 déplacements vers la gauche. Et ensuite, un déplacement vers l'avant pour aller chercher la fleur. » C'est pour ça que c'est important de toujours partir du même endroit. Et là, vous voyez que je n'ai pas tourné. Mais si vous regardez à partir de la 3e année dans le programme CARD, on parle de l'idée de tourner d'un quart de tour, comme ça ici. On ne parle pas encore de 90 degrés, mais tourner d'un quart de tour. Donc, avec les tout-petits, on fait seulement des déplacements avant, arrière, gauche, droite. Donc, avant, arrière, gauche et droite. Mais avec les plus vieux, on peut avoir l'idée que je tourne de 90. Comme ça, le bonhomme serait toujours en train de marcher vers l'avant. Encore une fois, ça nous permet de faire le lien avec le codage. Super simple comme activité. Les élèves, moi, je leur laisse du temps de créer la planchette, donc de créer leur jeu vidéo. Et lorsque le jeu vidéo est créé, bien ensuite, ils peuvent faire le fameux code qui permet de créer les déplacements. Donc, vous voyez à l'écran ici, les élèves ont représenté le code à l'aide de flèches, mais ils pourraient le faire à l'aide de mots. Le but ici étant de réaliser qu'on fait des déplacements. À mesure que les élèves avancent plus, on peut utiliser des planchettes plus grandes. Avec les Legos, ça va nous permettre d'avoir plus de tenons aussi. Un petit élément que je vais vous mentionner, c'est que ici, quand le bonhomme fait un déplacement, les bonhommes de Lego et de Duplo ont 2 tenons de large. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque l'élève fait un déplacement, c'est vraiment juste un tenon et ce n'est pas les 2 jambes qui vont faire. Ce n'est pas un déplacement des 2 jambes, c'est vraiment un déplacement d'un seul tenon. Donc, ça peut être une conception erronée là, que j'ai vue chez certains élèves. Et si on veut que ça soit super amusant, notre jeu vidéo, bien, lorsqu'il est créé, un élève peut donner sa planchette avec le bonhomme au point de départ et sa liste d'instructions à un ami. Et son ami doit tester le jeu et voir s'il réussit à arriver au fameux trésor. Souvent, dans les salles de classe aussi, je fais le lien avec la littératie aussi. Je demande aux élèves de rédiger l'histoire qui vient avec le jeu vidéo. Donc, pourquoi on irait chercher une fleur? Ce n'est pas obligatoire dans un cours purement mathématique, mais étant donné qu'on aime intégrer les matières, je trouve que c'est bien d'intégrer la littératie. On va maintenant aller voir un jeu du commerce qui vient chercher le vocabulaire de la position. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Mental Blocks Junior. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a des cartes qui servent comme modèle et il y a des blocs de différentes formes, de tailles et de différentes couleurs. Et l'objectif, c'est de travailler le vocabulaire de position. Donc, je vais vous ouvrir le jeu et vous montrer ça. Encore une fois, vous pouvez vous procurer le jeu si vous voulez, ou c'est possible aussi de créer quelque chose de similaire. Mais celui-là ici, il s'appelle Mental Blocks Junior. Ce que j'aime, c'est que ça vient avec la petite planchette comme ça ici. Je vais vous montrer. Sur laquelle l'élève peut placer les objets. Et ça vient aussi avec des cartes de jeu. Donc, vous avez des cartes de jeu comme ça ici. Et avec les cartes de jeu, qu'est-ce que ça permet à l'élève? Bien, vous voyez qu'il y en a des plus faciles, plus difficiles. Donc, il y a différents niveaux. Mais là, vous voyez qu'ici, l'objectif, c'est que dans ce cas-ci, l'élève va utiliser ces blocs pour tenter de reproduire ce qu'on voit ici. Donc, par exemple, le bonhomme en X vient à l'intérieur. Et regardez, il y a même tellement de choses aussi. C'est pas comme ça, c'est les points qui viennent sur le dessus. Donc, il y a énormément de choses à penser pour arriver à reproduire l'image. Ensuite, c'est le bonhomme arrondi ici. Ensuite, j'ai le bloc mauve, mais vous voyez que les petits points orange viennent ici. Et là, l'élève doit travailler aussi la notion d'équilibre pour y parvenir. Et finalement, on a le bloc mauve, mais si vous voyez, les lignes vertes sont sur le dessus. Et on semble avoir le bloc mauve ici, donc le cœur à l'intérieur. Et là, l'élève doit aussi parvenir à mettre ça en équilibre.
Donc, vous voyez que ça demande beaucoup à l'élève, OK, dans quel sens je vais le mettre? Beaucoup d'observations sur les motifs que l'on retrouve là-dessus. Et ça, je vous recommande, si vous voulez avoir quelque chose de facile, d'acheter l'ensemble parce que vous avez déjà toutes les cartes et vous avez le matériel, mais il n'y a rien qui vous empêche de créer quelque chose de similaire avec du carton, des objets que vous avez à l'école. Mais je pense que vous voyez la richesse d'utiliser d'un jeu comme ça, surtout avec des morceaux là, qui ont toutes sortes de motifs sur les différents côtés, différentes formes aussi. Donc, vous voyez par exemple le cylindre ici, qui n'est pas tout à fait un cylindre parce qu'il n'est pas 100% une surface arrondie, mais vous avez là quelque chose d'intéressant. Fait que ça, c'est le jeu Mental Blocks Junior. Ensuite, je vous présente la prochaine gamme de produits qui viennent du commerce, qui nous permettent de développer le sens de l'espace. Moi, j'aime bien la gamme Architecto, parce que c'est disponible aussi en français, donc les jeux sont bilingues. Et ce sont des jeux, c'est une gamme, il y a Equilibro, Perspecto, Architecto et Tangramino. Ils fonctionnent tous un peu de la même façon. C'est l'idée de faire des structures. Et un des concepts qui est super important que l'élève découvre lorsqu'il découvre le sens de l'espace, c'est que on peut prendre des formes, que ce soit 2D ou 3D, pour faire d'autres formes plus complexes. Donc, on peut assembler des formes ensemble. Et ça va être important que l'élève le découvre à un âge très jeune. Comme ça, lorsqu'il va arriver au secondaire ou à l'intermédiaire et qu'il va devoir, par exemple, calculer l'aire ou le volume de figures complexes qui sont composées de plusieurs figures simples, l'élève peut les reconnaître. Donc, dans ce cas-ci, on travaille en 3D. Sachez que si vous voulez travailler en 2D aussi, si vous avez des blocs mosaïques ou des blocs formes, ça fonctionne très, très bien pour travailler en 2D. En fait, même ces blocs-là pourraient être utilisés en 3D parce qu'ils ont quand même une certaine épaisseur, surtout si vous commandez ceux faits en bois. Donc, ils ont quand même une certaine épaisseur. Une autre chose aussi qui est importante de comprendre, si vous voulez acheter des ensembles comme ça, ça vient avec le livret de jeu et ça vient avec les activités toutes faites. Donc, vous avez les pièces et vous avez le livret de jeu. Mais une autre chose que vous pourriez vous commander ou que vous avez peut-être déjà dans votre école, ce sont des solides. Des solides ou des figures 3D. Comme ici, j'ai un ensemble là, qui nous vient de Colomat, qui inclut des genres de solides qui peuvent être utilisés pour faire des jeux comme on vient de parler là, avec Architecto et les autres jeux. Donc, l'élève pourrait créer des constructions et vous pourriez vous-même créer des cartes dans lesquelles vous avez construit, vous prenez une photo et vous la fournissez à l'élève. C'est possible d'acheter un ensemble comme ça et de faire votre propre jeu aussi, hein, ou d'utiliser un qui est déjà à l'école. Mais sachez qu'une des grosses différences, c'est que vous voyez ici, dans cet ensemble-là, les pièces, elles sont de couleurs différentes. Donc, lorsque l'élève assemble les pièces pour faire une figure plus complexe, bien, il voit encore les morceaux originaux. Une autre stratégie à utiliser, c'est d'utiliser des solides, et ça aussi, vous en avez peut-être à l'école ou ça se vend dans les magazines de matériel de manipulation, des solides comme ça ici qui ont tous la même couleur. Comme ça, lorsqu'on les assemble ensemble, bien, on voit encore qu'on a les pièces originales, mais ce n'est pas aussi évident. Donc, l'élève pourrait, par exemple, assembler des structures comme ça ici, et étant donné que ça a la même couleur, bien, on voit un petit peu moins les formes originales. Et ça, il y a un avantage à ça aussi. Ça permet à l'élève d'avoir une belle image de la figure 3D plus complexe, la figure finale. Donc, c'est un peu votre choix, là, et je vous suggère de varier. Hein? De varier parce que parfois, l'élève peut voir les morceaux originaux et parfois, bien, l'élève met plus l'accent sur la structure finale. Dans les jeux de la gamme Architecto, étant donné qu'on veut créer cette difficulté, hein, surtout par exemple avec Perspecto, où on n'est pas certain quel morceau se retrouve dans le modèle, tous les modèles, tous les solides ou les figures 3D ont exactement la même couleur. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette gamme-ci. Donc je vais passer à travers les différentes
les différents jeux, juste pour vous montrer la différence. Architecto, c'est l'original. Et dans l'original, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a, évidemment, nos pièces ici. Mais dans le livret, vous voyez qu'on a des modèles 3D. Et il y a le niveau de difficulté qui est inscrit en bas. Donc, si vous créez vos propres, en utilisant des solides en 3D, si vous créez vos propres défis, assurez-vous d'avoir des défis à différents niveaux. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas nécessairement évident comment les morceaux ont été mis ensemble, parce qu'on a comme caché les lignes qui démarquent chacune des figures 3D originales. Mais ici, dans le bas, on nous indique quels sont les morceaux qu'on a besoin pour construire cette figure-ci. Donc ça, c'est la gamme Architecto. Si on vient dans les plus simples, comme par exemple ici, on en a un plus simple, je sais que j'ai besoin de l'arche ici, j'ai besoin de celle-ci qui va probablement venir fermer le tout pour créer un prisme, parce qu'on voyait qu'on a comme un prisme à base rectangulaire ici. Ensuite, on me dit que j'ai besoin de 2 fois celle-ci. Donc, il va probablement devenir l'avant, on dirait quasiment un Cybertruck. Et finalement, ben, pour les roues, on utilise celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez qu'elle n'est pas très difficile, mais l'objectif maintenant, c'est que si on regarde le modèle final, bien, ça ressemble au modèle original. L'élève va probablement avoir un peu de difficulté à placer le morceau ici de l'arche. Donc, il faut quand même placer les roues de façon assez rapprochée. Et voilà, j'ai réussi un premier élément de Architecto, mais c'était un des plus faciles. Donc, vous voyez que les modèles vont devenir plus difficiles plus on avance dans la structure ici. Donc, ça, beaucoup d'heures de plaisir pour les élèves. Et ça peut même devenir un de vos centres dans lesquels les élèves découvrent l'architecture. Je vous présente le deuxième. Le deuxième qui est plus en lien avec les sciences, c'est Equilibrio. Equilibrio, l'objectif ici, c'est similaire, sauf que ce sont des structures qui sont un peu instables. Donc, vous voyez, c'est des structures qui sont difficiles à mettre en équilibre. Donc, le défi ici, ce n'est pas nécessairement de reconnaître les pièces et de les assembler, mais c'est de créer une structure qui va se tenir. Donc ça, c'est vraiment un petit peu comme le Jenga, c'est vraiment un défi un peu plus grand. Si on vise purement les mathématiques, c'est peut-être pas celui à acheter. Si on vise purement les mathématiques, j'irais plutôt avec Architecto et surtout Perspecto, que je vous présente comme dernier ici. Donc voici Perspecto. Perspecto, le but, c'est d'avoir seulement la vue d'une face et que l'élève puisse en déduire les autres faces. Et ça, c'est super important parce que quand l'élève va être plus vieux, on va l'amener à créer des figures dans lesquelles l'élève reconnaît la face de devant, de derrière, de côté, de droite. Donc, par exemple, ici, l'élève, il doit construire ceci en utilisant un arche et un triangle comme ça. Et lorsqu'on le regarde, bien, ça ressemble à ça, selon la perspective du devant. Donc, si vous regardez maintenant, je le mets la perspective du devant comme ça ici, bien, on a exactement le L qu'on voyait ici. Donc, l'élève doit trouver comment est-ce qu'il va placer les morceaux pour que ça ressemble à ça. À mesure qu'il avance, par contre, parfois, on va inclure plus qu'une face parce que les modèles deviennent très compliqués et ça serait difficile d'avoir une seule face. Donc, voici les jeux que je vous suggère. Et vous pouvez les créer vous-même, vous pouvez les acheter du commerce. Vraiment, là, s'il y a des achats nécessaires, et ça se peut que vous l'ayez déjà en salle de classe, moi, je vous recommanderais un ensemble 6 briques. Je vous recommanderais des planchettes de Lego avec des bonhommes et des Lego mélangés pour créer les parcours. Et je vous recommanderais un ensemble de solides, des figures 3D, comme par exemple l'ensemble qu'on a vu de Colomath, pour que les élèves puissent créer ces structures en 3D. Une des choses que vous pouvez même faire aussi, c'est, par exemple, dans l'ensemble des solides, les élèves assemblent des structures, les prennent en photo et donnent les photos à leurs amis. Hein? Donc, comme ça, les amis, dans le fond, ils créent leur propre jeu. Moi, je suis beaucoup du mouvement où j'aime que l'élève soit pas seulement un consommateur, mais l'élève soit aussi un créateur. Donc, je pense que ça peut être une très, très bonne chose. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup. Ça vous donne le goût d'utiliser ces jeux en salle de classe. C'était Dominique Tremblay qui était avec vous pour cet Institut 24/24 qui vous est offert par le Centre Franco, bien sûr, mais qui est aussi offert par l'AFEMO, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario, qui vous offre 2 fois par année une mini-conférence virtuelle
Très belle participation, beaucoup d'ateliers, beaucoup de gens qui se présentent, un site web avec des ressources exclusives et aussi un réseautage avec toutes sortes de profs de maths qui sont experts et expertes en Ontario. Vous pouvez les suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur le site web afemo.on.ca. Je vous remercie beaucoup et amusez-vous bien!